Arc-en-Ciel. Avec Abdelatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Jean-Pierre Sakoun, président du comité Laïcité République. Monsieur Sakoun, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour et merci de m'inviter régulièrement pour commenter avec vous l'actualité laïque. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir et surtout, merci infiniment de votre acceptation et sincèrement, ça me touche à titre personnel d'une personnalité telle que la vôtre qui s'exprime sur cette laïcité parce que on constate, comme vous l'avez pu constater depuis un certain temps, ça fait plus qu'une dizaine d'années, même plus, la laïcité est en difficulté quelque part. Et cette laïcité, c'est vrai. Et cette laïcité commence à souffrir. On a parlé à maintes reprises, 3 ou 4 fois, cette émission, et on est dans un cadre de constat, Monsieur Sakoun. Que de constat. On constate. Tout à fait. On constate. Et il y a certains moments, et il n'y a pas de réaction derrière. Et ce constat, comment vous l'interpréteriez-vous dans un premier temps? Écoutez, je crois qu'il faut absolument faire la différence entre les Français et un certain nombre de forces très visibles, parce qui ne sont pas obligatoirement représentatives, hélas, de ce que pensent les Français, mais qui sont très visibles et très audibles. Les Français, tous les sondages le démontrent, sondage après sondage depuis des années et des années, sont profondément laïques. Et sans qu'on ait à se poser la question de savoir ce qu'ils entendent par le mot laïcité, parce que maintenant, depuis plusieurs années, on pose dans les enquêtes des questions très précises qui permettent de comprendre que par laïcité, ils entendent bien la laïcité républicaine entière, c'est-à-dire la liberté de conscience, l'égalité devant les lois, la liberté d'expression, etc. Et la séparation évidemment absolue entre le religieux et le politique. Ils sont même sécularistes, les Français, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, ils le manifestent dans les enquêtes et les sondages, ils en ont assez d'entendre parler de religion. Mais assez, ils en ont par-dessus la tête et ils le disent. Ils le manifestent. Je renvoie particulièrement à un sondage essentiel pour comprendre, parce qu'il est d'une très grande profondeur, il a été fait sur un nombre très important de répondants, etc. Ce que les Français entendent par laïcité, c'est le sondage de mars 2019 de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès, qui s'appelle Les Français et la laïcité, et qu'il faut absolument avoir sous le coude en permanence pour s'y référer, pour comprendre à quel point les Français sont attachés à la laïcité. À côté de ça, il y a un certain nombre de forces dont on peut globalement répartir entre les médias mainstream, une partie de l'université et hélas, une partie non négligeable du gouvernement qui ne comprennent pas l'attachement des Français à la laïcité, qui l'ont perdu de vue, probablement parce que ce sont des gens qui appartiennent à un monde mondialisé, multiculturaliste, dans lequel la question de la liberté individuelle a dépassé celle de la citoyenneté républicaine, pour les uns, et pour les universitaires, pour des universitaires qui ont sombré dans ce genre de choses. Nous avons toute l'école indigéniste, communautariste, postcoloniale, décoloniale, intersectionnelle, enfin toutes ces prébendes et tous ces petits commerces qui permettent aux uns et aux autres de se congratuler et de faire des colloques, mais qui en même temps sont en train d'attaquer et de détruire le commun de la République. Donc effectivement, une différence entre certains secteurs de la pensée et de la réflexion et l'immense majorité des Français. Donc c'est une attaque transversale à la laïcité. C'est une... oui
Oui, enfin, c'est pas une, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une attaque, c'est-à-dire de la part de ces derniers que j'ai cités, c'est-à-dire tous ces groupuscules qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui sont surreprésentés, surmédiatisés dans l'université. Un certain nombre de médias qui ont jeté par-dessus bord la laïcité au profit d'un multiculturalisme très chic et très bobo qui fait qu'aujourd'hui ils n'osent plus même appliquer leur liberté de penser. Donc cela, c'est des vraies attaques. Mais il y a aussi de la part, par exemple, des élus nationaux et d'un grand nombre d'élus, d'un certain nombre d'élus locaux, un clientélisme, disons les choses qui sont, et ce clientélisme regarde le corps électoral comme une somme de segments marketing, et on va essayer de répondre à ce qu'on imagine être les demandes de chacun des segments. Et parmi les segments, on a créé un segment qui s'appelle les musulmans. Et on imagine que les musulmans, eh bien, ils sont pour ceci, contre cela, et donc on ne dit plus un mot qui puisse s'adresser à nos concitoyens en les considérant, qu'ils soient musulmans ou pas, en les considérant comme un peuple. On ne s'adresse plus qu'au segment d'un marketing. Donc là, il n'y a pas d'attaque directe contre la laïcité, mais la constatation que de fait, la laïcité est passée au second plan. Ben écoutez, vous avez parlé de segment musulman. Ce segment musulman, selon vous, mis à part ce côté de marketing, hein, notamment politique, que tout le monde le sait, pourquoi ce choix-là de musulmans? Et pourtant, les musulmans ne sont pas ceux que vous connaissez l'islam et vous connaissez les musulmans, vous avez des amis musulmans, et ces gens-là, pourquoi ils ont fait ce choix spécifiquement pour les musulmans et pas autre chose, hein, pas autre religion ou autre communauté? Est-ce que les musulmans qui se manifestent comme quoi sont susceptibles de recevoir des propositions, de se faire manipuler, est-ce que c'est bien ça le problème, ou bien le problème est ailleurs dans une manipulation plus approfondie, ou bien c'est le musulman lui-même c'est un problème? Bah écoutez, comme toujours, toute généralisation est absurde. Voilà. Donc, en France, eh bien, nos concitoyens de confession musulmane, parce qu'il n'y a pas de musulmans de France, pas plus que des juifs de France, il y a des concitoyens de confession catholique ou athée, ou de confession musulmane, ou de confession juive, ou bouddhiste, ou rien du tout, ou athée. Mais ce sont avant tout des concitoyens. C'est ça. Et ces concitoyens de confession musulmane, pour l'immense majorité d'entre eux, soit sont, comme sait très bien le faire la République française, soit ont une approche extrêmement décontractée et distante de leur religion, c'est-à-dire que soit, disons les choses, ils ne sont pas croyants, hein, soit ils sont croyants mais ont une pratique qui se limite aux grandes fêtes, ou aux grands rendez-vous familiaux, les naissances, les morts, etc., etc., soit ont une pratique régulière, mais cette pratique s'inscrit parfaitement dans la République et dans la laïcité, c'est-à-dire qu'elle est privée, elle est dans les lieux de culte, et elle est discrète, comme la pratique des religions de tous les Français. Et puis vous avez une minorité dont il faut admettre et reconnaître qu'elle est plus importante que les minorités intégristes, catholiques ou juives ou protestantes ou autres, mais vous avez une minorité musulmane qui est intégriste, qui représente un pourcentage minoritaire mais important de la population de confession musulmane, et exige que la République se plie aux lois de l'islam et à une forme plus ou moins radicale et exagérée selon les sectes auxquelles ils appartiennent, de charia. Et c'est évidemment cela qu'on voit. C'est toujours cela qu'on voit. On ne voit jamais, comme dit le dicton, pour écrire un journal, on n'écrit pas un journal avec les trains qui arrivent à l'heure. On écrit un journal en faisant la recension des événements, c'est-à-dire des trains qui arrivent en retard. Ben là, c'est pareil. On n'écrit pas l'information au quotidien en titrant sur 6 colonnes « Les Français musulmans sont des Français comme les autres ».
on écrit l'information en titrant un intégriste fanatique djihadiste a égorgé 3 personnes. Et de fait, ça existe. Et de fait, l'islam radical, l'islam politique, l'islamisme, le salafisme, la présence de plus en plus insistante des frères musulmans dans les rouages de l'État et dans les rouages de la société sont un vrai problème. Et il faut que nous résolvions ce problème démocratiquement, avec l'aide de tous les citoyens, musulmans ou non musulmans, je m'en fiche totalement, mais il faut que ces gens comprennent que les lois de la République seront et resteront au-dessus des lois qu'ils s'imposent à eux-mêmes et qui sont les lois dont ils considèrent qu'elles sont celles de leur Dieu. Mais c'est leur Dieu, pas celui des autres. La question principale, Monsieur Sakoun, derrière ce que je viens d'entendre de votre part, c'est que tout simplement, moi je constate, dans ce cas-là, on est en train de dédouaner un petit peu la République et les forces de la République. Comment ça se fait? On est dans un cadre qui s'appelle la République française, avec ses lois, avec ses forces, avec tout ce qu'on veut, et en même temps, vous dites comme quoi la République se résigne devant ces gens-là, et on voit les conséquences. Alors, je suis d'accord avec vous sur le principe comme quoi ces gens-là, il faut qu'ils comprennent. Mais ces gens-là sont très forts, M. Sakoun, en termes de communication. Maintenant, cette affaire, il y a deux côtés. Un côté, ces gens-là qui sont pas respectueux de la République, et ils le disent, donc ils le montrent visiblement sur plusieurs aspects, mais aussi la République qui est absente. Eh oui. D'accord. Donc le souci, si on veut régler ce problème, on peut pas demander à celui qui agresse, s'il vous plaît, respectez la loi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé, mais moi je vois les choses comme ça. Alors il faut faire assumer les responsabilités à qui de droit. Et là, je vais aller encore plus loin. Pourquoi la République n'impose pas les lois sur ces gens-là? Parce qu'on voit derrière, et tout le monde le sait, ces gens-là qui sont radicalisés ou bien sont islamisés, comme vous l'avez décrit, le souci qui se pose, ces gens-là, ce sont des États qui sont derrière eux. Et ces États sont liés avec la République sur plusieurs niveaux. On parle des Émirats, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle des pays du Maghreb, on parle de l'Égypte et d'autres. Alors, le problème, il est plus complexe. Nous sommes tout à fait d'accord. Si vous voulez, le problème, ça fait depuis le milieu des années 80, et il faudrait une journée entière pour en parler. Et à la limite, un jour peut-être ferez-vous une émission spéciale dans laquelle on pourra être plusieurs interlocuteurs et analyser tout ça. Mais depuis le milieu des années 80, pour des raisons liées aux politiques de l'Union européenne, pour des raisons liées à l'évolution de l'université française vers une vision communautariste liée à l'idéologie de la Friend Theory dans les universités américaines, pour des raisons liées à un clientélisme de plus en plus puissant local, parce que étant donné qu'il y a un pourcentage de plus en plus faible de gens qui votent, il faut finalement aujourd'hui il suffit d'un tout petit groupe de bulletins de vote pour faire basculer une élection. Et donc évidemment, ça ouvre la porte à tous les clientélismes. Il suffit que vous veniez voir tel élu en lui disant, vous savez, moi, je dispose de 300 votes, pour qu'il vous écoute avec respect. Bien sûr. Pour des raisons liées au fait que l'école de la République, qui est au cœur de la formation du citoyen et au cœur du moteur laïque, s'est délitée depuis des décennies sous l'influence de réformes catastrophiques en matière de construction de l'esprit du citoyen et en matière d'instruction publique. Pour des raisons liées au fait aussi qu'on a pensé depuis des décennies que la laïcité s'était réglée une fois pour toutes dans un pays qui est un pays parfaitement libre d'esprit. Pour des raisons liées au fait que
idéologies américaines ont dépassé l'université pour rentrer dans la société, pour instiller cette notion de culpabilité générale de la France et de tous les Français face au colonialisme, à l'impérialisme, etc., etc. Et bien pour toutes ces raisons, et pour une raison plus globale qui est le changement de société qui fait qu'aujourd'hui, parler même d'autorité et d'autorité républicaine et d'autorité de l'État vous fait passer pour un fasciste, et bien pour toutes ces raisons, nous avons aujourd'hui des gouvernants qui n'osent plus appliquer la loi républicaine. Et voilà. Et à partir du moment où vous avez des gouvernants qui, quelle que soit la raison, quels que soient les calculs, quelle que soit la bonne foi, quelle que soit leur mauvaise foi, on s'en fiche, c'est les effets qui comptent, qui n'appliquent plus la loi républicaine, qui ne défendent plus la loi républicaine et la laïcité parce que ça pourrait leur faire perdre des voix, ou parce que ils pensent sincèrement que la République devrait laisser la place à une société communautarisée, eh bien nous sommes en très grande difficulté. Très grande. Mais nous nous battons. Et ce qui est important, depuis quelques années, et pour être très précis parce qu'il faut dire les choses, depuis la prise de conscience qu'ont constitué les attentats de 2015 et 2016, les Français se sont réveillés et on en a beaucoup d'indices. Ben écoutez, cette émission, il a pris à sa charge à cette affaire depuis 2015, preuve à l'appui. Nous avons pris la décision de mettre à plat ce dossier depuis 2015 avec un grand nombre d'intervenants qui dépassent maintenant les 280 intervenants de Tsobourg, des laïcs, des universitaires. Tout simplement, c'est une bibliothèque pour ceux qui veulent instruire ou bien d'avoir des éléments. C'est un échange à travers cette émission par vous-même, à maintes reprises, par des gens de la religion, par des musulmans tolérés, par même des imams qui étaient radicalisés, par des anciens djihadistes. Tout le monde a parlé. Tout le monde a dit ce qu'il en pense par rapport à ça. Mais si on le fait, si je le fais moi-même, M. Sakoun, en tant que musulman, parce que je suis conscient de mon rôle. Bien sûr. Vous voyez le problème? Bien sûr, voilà. J'en suis absolument persuadé pour, encore une fois, l'immense majorité de mes concitoyens de confession musulmane. La question n'est pas là, mais on sait bien qu'une révolution ou qu'une régression n'a pas besoin pour réussir d'avoir... vous savez, quand vous avez des gens qui sont violents et qui sont déterminés, il suffit de quelques milliers de personnes pour faire basculer. C'est le cas. Maintenant, vous avez fait un bilan qui est vraiment très. C'est vrai ce que vous dites. Il y a un réveil, il n'est pas tout à fait sur sa vitesse de croisière, mais il y a un sursaut. Mais ça n'empêche qu'en face, nous avons tout simplement une offensive, donc de l'extérieur de la France. Bien sûr. Et moi, je pense, et c'est là où il y a une question, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous ne croyez pas que ces gens qui agissent à l'intérieur de la France, ce sont des soldats, voilà, et je pèse mes mots, ce sont des soldats à des groupes ou à des États qui veulent vraiment déstabiliser la République française laïque? Oui, mais je vais commencer par le non et je vais continuer par le oui. Le non, c'est que ça n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il y a au sein même de la République des jeunes gens, la plupart du temps, qui sont français depuis maintenant plusieurs générations et à qui leur famille, l'école, toutes ces forces favorables à la fin de l'universalisme et à la fin de la communauté nationale, à qui on n'a jamais appris à aimer la France. Et même, je vais aller plus loin, à qui on n'a appris qu'à haïr la France. Oula. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin de forces étrangères pour les conduire où ils ont été conduits. Ils ont été conduits là par leur famille, parfois par l'école, parfois par certains partis politiques. Et on ne leur a jamais appris à prendre conscience
du bonheur et de la fierté qu'il y avait à vivre dans l'un des pays les plus libres du monde. Alors à côté de ça, il y a effectivement, d'une part, ceux qui sont en contact avec eux et qui viennent les travailler pour faire d'eux des ennemis de leur propre pays. Et puis vous avez effectivement ceux qui sont en mission. Ceux qui sont en mission, ce sont évidemment les Turcs qui suivent aveuglément les consignes de Monsieur Erdogan, dont on peut tout dire, sauf que c'est un brave homme et sauf que c'est un démocrate, et qui a décidé de prendre la main sur toutes les communautés turques hors de Turquie, et en particulier les communautés importantes comme l'Allemagne en particulier, mais aussi la France, etc. Vous avez les islams consulaires algériens et marocains avec des différences entre les deux. Et puis vous avez les islams politiques, c'est-à-dire moins tournés vers l'aspect crucial de la maîtrise des lieux de culte et moins tournés vers le fait de conserver finalement un lien entre ces Français et le pays d'origine de leurs ancêtres, qui sont évidemment ceux qui sont radicalement politiques, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar et sous une certaine forme évidemment la Turquie. Et les Émirats. Et les Émirats. Et les Émirats. Bon, et on peut retrouver évidemment sous ces pays l'influence pour le Qatar des frères musulmans qui ont leur base arrière, pour l'Arabie Saoudite et les Émirats des salafistes qui ont leur financement, parce qu'il ne faut pas oublier ça, et leur base arrière. Et effectivement, c'est très compliqué, encore une fois, pour nos pays qui n'ont plus l'habitude d'affirmer leur autorité, que d'arbitrer entre les carottes économiques qu'on leur fait, qu'on agite devant eux, et la nécessité absolue de préserver l'unité de leur nation. Et effectivement, moi, ce que je veux dire, c'est que quand même, comme je l'ai dit depuis 2015, le pays s'est réveillé. Le pays s'est réveillé, et quand un grand pays se réveille, il faut du temps. Il faut du temps pour qu'il s'ébroue, pour qu'il s'étire, pour qu'il sorte du lit, pour qu'il commence à travailler. Et nous y sommes parce que on le voit très bien. On ne gagnera cette bataille cruciale que si on commence par gagner la bataille culturelle. La bataille culturelle, c'est celle des esprits et des cœurs. Or, on voit maintenant depuis 1 an ou 2, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans après les attentats, que commencent à sortir en masse des ouvrages de réflexion, des ouvrages d'analyse sur la situation, lesquels, par exemple, les derniers ouvrages de Bernard Rougier, d'Hugo Bicheron, qui sont les 2 derniers en cours, mais c'est pas les seuls, à partir desquels on va pouvoir reconstruire effectivement une pensée laïque, une pensée républicaine et une riposte. Mais il faut du temps. Moi, je suis absolument optimiste sur le long terme parce que, encore une fois, les Français sont profondément laïques et n'ont aucune envie d'abandonner la laïcité. Et on le voit très bien à travers l'affaire Mila qui vient de se produire, où on a vu réagir des gens qui jusqu'à présent ne réagissaient pas. Mais il faudra le temps pour que cette pensée rediffuse dans la société, rediffuse dans l'école, rediffuse chez les enseignants, les fasse sortir de ce cauchemar dans lequel ils se sont mis, qui consiste à penser que l'intégrisme religieux vaut mieux que la liberté de conscience. Et une fois que ce sera fait, ça va prendre quelques années, eh bien, les choses retourneront dans l'ordre. Avant de parler de cette jeune fille et cette affaire Mila qui a pris de l'ampleur, Monsieur Jean-Pierre Sacoun, j'ai deux petites remarques à vous proposer, parce que dans cette émission, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des rabbins qui sont passés chez moi. D'accord, le grand rabbin de Rhône-Alpes, au même au niveau national, et le dernier, c'était Michel Serfati, le rabbin de Arésis-Orangis, dans l'Essonne. Voilà, ce monsieur, il est passé dans la radio. Et on a parlé de cette histoire de radicalisation des intégristes.
il a dit même chez nous, il y a des intégristes. Mais il a dit aussi une phrase très importante. Il a dit, on a pris les choses au sérieux. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport à ces gens-là qui veulent rien savoir? Il a dit, nous, on a créé des écoles spéciales par rapport à ces gens-là et on a leur demandé qu'elles restent dans leur coin. Ça veut dire tout simplement confinées quelque part. Par rapport à ce qui se passe ailleurs, le côté musulman, nous n'avons pas de représentativité, tout le monde le sait. Nous avons une coquille vide connue et reconnue à l'échelle nationale et voire internationale qui s'appelle le CFCM, avec ses déboires, avec les mêmes têtes qui font des passe-passe, hein, un après l'autre, et ça devient lassant chez les fidèles, c'est ce qui est important, et on voit une discrimination. On voit pas de femmes, on voit pas de jeunes, on voit pas des convertis musulmans. Le souci qui se pose, monsieur Sakoun, cette réalité, c'est que tout simplement, la France a besoin de frapper et frapper fort. Et si on veut frapper fort par rapport à ces formes, il faut frapper à la monnaie. Il faut frapper à ces fonds qui transitent de ces pays étrangers, qui ne font que des dégâts. Parce que ces fonds sont exploités par ces gens. Et un dernier point, si vous le permettez, tout le monde le sait, comme quoi il y a une taxe halal qui soit par 3 grandes mosquées. La mosquée de Lyon, la mosquée d'Ivry et la grande mosquée de Paris. Où il va cette taxe? Il appartient à qui cette taxe au nom des musulmans? Pourquoi il n'est pas exploité par rapport à la formation en la laïcité? Pourquoi il n'est pas exploité par rapport à l'intégration de l'islam dans une république laïque? Comment ça se fait tout ça? On ferme les yeux. À qui profite le crime? Je pose la question. À qui profite le crime? Écoutez, moi j'ai pas de réponse religieuse évidemment. Non, je demande pas de réponse religieuse. Non, mais voilà. Même de réponse sur la mécanique du culte. Ouais. Moi j'ai deux réponses. Une qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'État. Aujourd'hui, la République a tous les moyens de contrôle financier sur les fonds perçus en France, enfin à l'étranger et a fortiori en France, hein, avec les organisations nationales et internationales de contrôle financier, comme Tracfin par exemple, qui est le grand système de contrôle des fonds étrangers qui passent en France, pour résoudre cette question, contrôler et frapper. La République ne le fait pas. Et elle ne le fait pas pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Oui. Maintenant, de l'autre côté, en ce qui concerne les cultes et en ce qui concerne particulièrement le culte musulman, moi je dirais en bon laïc que je suis, que c'est leur liberté et c'est justement là qu'il faut se battre, que c'est bien aux musulmans de régler la question. C'est à eux, dans leur mosquée, dans leur organisation cultuelle, de dire ça suffit. C'est pas aux Français non musulmans de le dire. Ceux-là n'ont rien à voir. C'est bien aux musulmans de le dire. Alors, c'est dommage que Monsieur Sarkozy, il y a quelques années, ait commis cette erreur dramatique consistant à créer le CFCM en pensant que en ne voyant qu'une seule tête et en mettant un organisme unique, il allait tout pouvoir contrôler et surtout il allait pouvoir avoir un interlocuteur. L'islam, comme d'autres religions, comme le protestantisme par exemple, n'est pas organisé sur une base pyramidale, hiérarchique, comme la religion catholique. Exact. Et donc à partir de là, il est évident que créer un organisme comme le CFCM ne pouvait aboutir qu'à un résultat, et on le savait depuis le premier jour, c'est que ce seraient évidemment les plus actifs, les plus radicaux, qui prendraient le pouvoir. Et quand on voit ce qui est en train de se passer autour de l'AMIF, et autour des manœuvres en cours pour créer une sorte de nouveau CFCM en l'appelant autrement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, quelle que soit la qualité des interlocuteurs qui seront à la tête initialement de cet organisme, au bout de quelques années, le résultat sera le même. Donc c'est bien aux Français musulmans de se tourner vers leurs autorités et de leur dire ça suffit. Mais pour ça, il faut effectivement que les forces modernistes
l'islam reprennent la main. Et pour cela, effectivement, elles ont besoin que l'État fasse respecter les règles de financement, etc., etc., pour éviter que tout l'argent ne vienne des pires intégristes de la terre. Quand on pense que l'Arabie Saoudite a envoyé, il y a quelques mois, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale à Paris, que cet homme a été reçu en grande pompe par les autres de la Fondation de l'Islam, qu'il a été reçu par les autres cultes, qu'il a inauguré avec des autorités publiques un centre soi-disant culturel à Lyon. Exact. Alors que cet homme a été ministre de la Justice de l'Arabie Saoudite, que lorsqu'il était ministre de la Justice, il a fait couper les têtes à plus de 500 personnes, qu'il a mis en prison Raïf Badawi pour 10 ans et 1000 coups de fouet, parce que Raïf Badawi a osé dire qu'il était libre penseur. Et quand on pense qu'on déroule un tapis rouge à ce monsieur, effectivement, c'est dramatique. Je suis d'accord avec vous, c'est dramatique. Le souci, il est là. des deux côtés. Il est des deux côtés. Il est du côté de la République, et ça c'est le côté qui me regarde, parce que c'est celui sur lequel, en tant que citoyen, je peux agir, mais il est aussi du côté des Français musulmans, contre l'image que donnent d'eux ces intégristes fanatiques.
arc-en-ciel. Avec Abdelatif. L'info libre et crédible.